Alors, bienvenue à notre webinaire sur les technologies aérospatiales. Donc, aujourd'hui, on va parler d'innovation pour les industries créatives et culturelles. Donc, je remercie nos partenaires, la Technopole Eurekatech et les services de Montpellier Méditerranée Métropole d'avoir soutenu cette initiative et d'avoir mobilisé leur écosystème aujourd'hui. Donc, quelques mots d'introduction. Déjà, je vais me présenter. Donc, je m'appelle Alice Guibert. Je suis chargée de mission espace au sein du pôle Aerospace Valley. Donc, le pôle Aerospace Valley, en quelques mots, c'est un pôle de compétitivité qui a pour mission de favoriser l'innovation de 3 secteurs stratégiques qui sont donc l'aéronautique, le spatial et les drones sur les régions Occitanie et Nouvelle-Aquitaine. Donc, si nous avons décidé aujourd'hui de vous donner rendez-vous, c'est pour vous présenter les opportunités techniques qui sont aujourd'hui offertes par les technologies dites aérospatiales. On reviendra un petit peu sur ces termes et sur ce qu'ils recouvrent. Donc, les opportunités techniques de ces technologies, essentiellement pour booster votre stratégie d'innovation en tant qu'acteur des industries créatives et culturelles. Donc, on reviendra un petit peu pour ceux qui ne sont pas encore tout à fait familiarisés avec le spatial et ses mystères. Donc, vous avez sans doute vu passer toutes les actualités récentes. Le secteur spatial est entré dans une vraie phase d'ébullition, dirons-nous. Donc, au-delà des activités SpaceX que vous connaissez tous, des autres ruptures qui sont essentiellement portées donc, par nos amis milliardaires américains, aujourd'hui, on assiste aussi et surtout à un développement majeur du secteur des services qui font donc usage de ce qu'on appelle les données issues des technologies aérospatiales. Donc, que ce soit des données issues des drones, des apps, des nouveaux petits satellites. Aujourd'hui, ces services qui sont développés à partir de ces données bénéficient à de nombreux secteurs tels que celui des industries créatives et culturelles, et nous y reviendrons. Donc, lorsqu'on parle de services, en réalité, ce sont essentiellement des services numériques. Et donc, ces services ouvrent également des axes de convergence qui sont assez importants entre le monde de l'aérospatial et le vôtre, celui des industries créatives, notamment sur tous les volets traitement d'images, visualisation 3D, réalité augmentée et virtuelle. Aujourd'hui, c'est très important pour le secteur spatial de rendre toutes ces données brutes compréhensibles et surtout utiles, actionnables pour leurs clients. Et c'est là que vous pouvez également intervenir, et c'est pour ça qu'on est assez persuadé, donc avec nos partenaires de la Technopole Eurekatech et puis des services de Montpellier, qu'il y a un intérêt majeur à faire rencontrer nos écosystèmes qui peuvent mutuellement s'apporter beaucoup de choses. Voilà, donc c'est face à ce constat, posé un petit peu rapidement, que nous avons souhaité vous proposer ce webinaire introductif. Donc, je remercie en particulier donc, la Technopole Eurekatech et l'unité numérique Innovation, Industrie créative et culturelle de Montpellier, qui ont sollicité la plupart d'entre vous, donc que je vais aussi leur donner la parole pour qu'ils puissent se présenter. Donc, avant de revenir sur le programme de la matinée, je vais laisser donc la parole d'abord à Yannick Conseil de la Technopole Eurekatech, puis à Valérie Chailloux de Montpellier Méditerranée Métropole, qui vont vous dire quelques mots. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Merci, merci Alice. Donc j'ai allumé le micro et la caméra. Donc quelques mots effectivement pour vous dire que la Technopole Eurekatech donc est située en Charente. Elle a pour mission, un peu comme pour ce qu'évoquait Alice pour Aerospace Valley, d'accompagner à l'innovation les PME, les startups sur les territoires d'Angoulême et de Cognac. Eurekatech est une jeune technopole parce qu'elle a été créée il y a 3 ans et elle est réellement opérationnelle depuis 2 ans. Nos domaines de prédilection sont les industries des spiritueux, du cognac, les industries électriques, électroniques et les industries culturelles et créatives, parce que effectivement sur Angoulême, il y a un écosystème spécifique issu de la culture bande dessinée de notre territoire. Cette culture bande dessinée, au fil du temps, s'est élargie vers l'animation, vers les jeux vidéo.
Et donc, on a maintenant un écosystème assez dense pour une taille, pour une agglomération de taille moyenne, donc une spécificité assez forte en studio d'animation de jeux vidéo, qui reste bien sûr sur leur cœur de métier de l'entertainment, mais dont certains se diversifient aussi vers l'industrie plus classique, industrie du process, industrie mécanique, mécatronique. Et donc, c'est vrai que quand Alice s'est rapprochée de nous pour se dire on a peut-être des passerelles à créer entre les industries aéronautiques, aérospatiales et les industries culturelles et créatives, eh bien, il nous a semblé très intéressant de travailler ensemble sur ce sujet parce que, comme va l'expliquer plus tard Romain Soulier de Nix, hein, qui est vraiment je pense, le bon exemple de ce lien entre ce que l'on pourrait faire entre les industries culturelles et créatives et les industries aéronautiques et aérospatiales, on peut avoir un potentiel sur notre territoire assez large. Maintenant, charge à nous d'organiser ces mises en relation et de faire en sorte que ces passerelles puissent se réaliser. C'est le rôle de la Technopole d'accompagner ces diversifications et on le fera avec le soutien d'Aerospace Valley. Et je pense que l'échange d'aujourd'hui est une première étape vers ce beau projet qui pourrait voilà, nous amener sur 2022 à plus de projets collaboratifs. Merci beaucoup Yannick. Je passe le bâton de parole à Valérie, côté Oui, Montpellier Métropole. oui, bonjour à toutes et tous aussi. Merci de votre proposition pour ce webinaire. Donc ici aussi à Montpellier. Alors moi, je travaille au sein de la direction de développement économique de la métropole de Montpellier et j'accompagne plusieurs filières, celle du numérique, celle de l'innovation et celle des industries culturelles et créatives. Comme le disait Yannick à l'instant, notre objectif, c'est effectivement d'accompagner les acteurs qui sont présents sur cet écosystème-là, de faire en sorte qu'ils s'épanouissent sur notre territoire, qu'ils développent de nouveaux projets, qu'ils interagissent. Donc voilà, on se plie à cette tâche au quotidien. On a la chance d'avoir un écosystème qui est très actif et très mobilisé pour être un acteur de son développement. Alors, les industries culturelles et créatives à Montpellier, c'est surtout l'image animée. Donc, ça inclut le jeu vidéo, le cinéma d'animation, l'audiovisuel, le cinéma, tout ce qui est réalité augmentée, évidemment, effets spéciaux, réalité virtuelle. Mais c'est aussi le son, l'audio, la radio, tous les acteurs qui sont un peu dans la post-prod, dans le jeu vidéo, dans l'audiovisuel, dans l'animation, autour du son. Voilà. On a des acteurs qui sont connus à l'international, évidemment. On a des acteurs qui sont en création, en pleine émergence. On a des pépites dont le potentiel est assez énorme, j'aurais tendance à dire. Et puis, comme j'expliquais, nos acteurs, ils sont très mobilisés. Ils ont envie d'être impliqués dans des projets innovants. L'innovation, l'interaction sont vraiment des mots-clés pour notre territoire. Et le fait d'interagir avec d'autres filières, c'est assez naturel ici aussi. Il y a des ponts qui se font. Alors nous, par exemple, avec la santé, qui est une autre filière majeure sur notre territoire, hein, parmi les filières stratégiques liées à la santé et liées à l'environnement. Et il y a quelques acteurs des ICC sur notre territoire qui sont déjà fortement impliqués, par exemple sur la santé, avec des solutions, par exemple, de réalité virtuelle pour les patients en attente d'hospitalisation, par exemple, voilà, pour apaiser un petit peu les patients. Donc voilà, c'est le type d'exemple de solutions qui sont mises en œuvre. Et du coup, pourquoi pas avec l'aérospatiale, l'aéronautique, effectivement, je suis persuadée qu'il peut y avoir des ponts à faire aussi avec cette filière-là. Nos acteurs ICC sont très créatifs et évidemment, hein, comme partout sur l'ensemble du territoire français, ça j'en ai absolument aucun doute. Et je suis sûre que ce petit challenge un petit peu d'essayer de comprendre ce que les uns peuvent apporter aux autres et comment ensemble ils peuvent essayer d'imaginer de nouvelles solutions, ils peuvent chacun apporter de la valeur ajoutée à l'autre pour créer quelque chose de nouveau.
Voilà, je suis sûre que c'est le genre de petits challenges qu'ils aiment relever. Donc voilà, je vais malheureusement moi pas pouvoir assister à l'ensemble du webinaire, mais j'ai ma collègue Pauline qui le suit et puis je regarderai le replay. Euh, mais je reste persuadée qu'il y a un petit potentiel assez sympa aussi effectivement à essayer de faire émerger et ce webinaire en est une bonne occasion. Et donc je vous remercie beaucoup, merci Alice pour l'avoir proposé. Merci beaucoup Valérie et merci à Yannick pour ces quelques mots d'introduction. Donc sans plus attendre, je vous propose de parcourir rapidement le programme pour que l'on puisse commencer donc, cette session introductive. Donc aujourd'hui, ce que l'on vous propose, c'est dans un premier temps de vous représenter, de vous présenter un petit peu ce que c'est aujourd'hui les données d'observation issues des technologies aérospatiales, de quoi on parle, quels sont les usages, notamment pour les industries créatives et culturelles. Donc là, nous aurons Guillaume Rieux, CEO de Imagine Earth, qui vous fera donc cette présentation introductive aux technologies aérospatiales. À la suite de cela, si Philippe Bourg peut se connecter, nous aurons donc une présentation sur l'exploitation et la visualisation des données d'observation de la Terre. Donc c'est encore soumis à condition parce que malheureusement, la région de Nîmes est actuellement frappée par des orages assez violents. Et donc voilà, Philippe Bourg, qui est directeur de la société IGO, n'a plus d'électricité dans son quartier. Donc voilà, nous espérons qu'il pourra se connecter pour vous présenter ces éléments, auquel cas nous improviserons et nous enchaînerons sur la suite. Après donc cette présentation sur les techniques de visualisation, Romain Soulier, donc dirigeant de Studio Nix, nous fera le plaisir de présenter quelques cas d'usage des usages justement des technologies du gaming au service d'autres secteurs clés. Et il vous présentera notamment un projet d'innovation qui croise du spatial et du gaming en réalité augmentée. Et pour finir, donc, je laisserai la parole à mon collègue Tadé Bouchard, qui vous présentera donc une opportunité de financement à travers l'appel à projet UFO, dont il vous parlera à la fin de cette session. Voilà, écoutez, je vous souhaite à tous un très bon webinaire. N'hésitez pas à vous poser vos questions dans le chat que vous avez en bas de votre petite interface. Je lirai vos questions à l'oral à l'ensemble de nos intervenants. Nous aurons 5 minutes après chaque session pour prendre vos questions et nous essaierons d'y répondre le plus possible. Et puis dans tous les cas, si vous en avez, vous pourrez également nous les faire suivre à la suite du webinaire. Voilà, bon webinaire à tous. Je laisse la parole à Guillaume qui va vous présenter la première session. Ok, donc je vais activer la caméra, le micro. Bonjour à tous et je vais... Voilà, parfait. Partager l'écran. Est-ce que, Alice, tu peux me confirmer que ça fonctionne, le partage d'écran? Oui, c'est parfait. Super. Très bien. Tout d'abord, bonjour à tout le monde et un grand merci là, aux organisateurs du webinaire de proposer cette rencontre entre ces deux secteurs d'industrie qui, a priori, ne se connaissent pas très bien, le secteur du spatial et le secteur des industries créatives et culturelles. Donc, l'objet de la présentation aujourd'hui, c'est de faire une introduction. J'ai la lourde tâche de faire une introduction sur les technologies aérospatiales. Donc, qu'est-ce que c'est? Comment est-ce que ça peut être utilisé dans des secteurs d'activité autres et notamment dans les secteurs de l'industrie des créatives et culturelles. Avant de commencer la présentation, juste quelques mots sur mon parcours. Donc, je m'appelle Guillaume Rieux. J'ai travaillé pendant 6 ans dans une entreprise sur Toulouse qui utilise les technologies justement du spatial pour le secteur agricole, donc pour le développement d'applications dans le domaine de l'agriculture. Et depuis quelques semaines, on va dire, je me consacre pleinement à un projet que j'ai commencé il y a quelques années qui vise à valoriser les images satellites pour justement la décoration, la communication et la sensibilisation aux thématiques environnementales. Voilà, donc l'agenda, donc c'est une présentation qui va durer, j'espère, 20 minutes. Je vais essayer de ne pas trop dépasser. L'objectif, c'est de faire une courte introduction sur l'eau spatiale, qu'est-ce que c'est en quelques mots, et ensuite je m'attarderai un peu plus longtemps sur les données d'observation de la Terre, qui sont des données donc, qui sont acquises par des satellites et qui sont utilisées dans différents domaines d'activité.
et notamment par les ICC, donc comme on le verra dans la troisième partie. Avant de commencer, de rentrer dans le vif du sujet, je me suis amusé à taper le mot-clé spatial dans Google pour essayer de voir un petit peu qu'est-ce qui ressortait. Finalement, on retombe sur des a priori, on va dire, ou une connaissance qui est assez partagée par le grand public, où le spatial, ça se résume à les fusées, les satellites, les astronautes, l'ISS depuis que notre cher Thomas Pesquet est dans l'espace et un astronome reconnu de l'ESA. La science-fiction, et je ne pouvais pas citer, ne pas citer Tintin, donc Tintin avec l'image qu'il a véhiculée sur la conquête spatiale et sur finalement ce monde-là, qui est en grande partie bâti aussi l'image par ces industries culturelles et créatives. Donc il y a quand même des liens qui existent. Et après, à côté de ça, c'est un secteur d'activité qui est beaucoup plus vaste et beaucoup plus riche que ces premières représentations qu'on a du secteur, puisqu'en effet, le spatial, ça se décompose globalement en deux gros secteurs, tout ce qui est exploration spatiale et sciences fondamentales. Donc ça va être pour donner qu'un seul exemple qui a été très médiatisé, ça va être la mission Rosetta là, qui a été portée par le CNES avec l'appui de l'Agence spatiale européenne. Ça va être tout ce qui est étude du système solaire, étude de l'univers, etc. Donc c'est des choses qui sont très médiatisées, mais qui sont finalement portées que par quelques scientifiques, par des universités, par des agences spatiales, mais c'est vraiment pas le gros du secteur d'activité en termes d'emploi, en termes d'activité. À côté de ça, on a des satellites et des applications spatiales qui, pour le coup, sont très développées, et c'est là-dessus que porte la présentation, avec un secteur qui, globalement, s'articule en deux blocs. Un amont, donc en amont de la filière, où là, il y a beaucoup d'industriels, beaucoup d'agences spatiales, beaucoup de chercheurs et de laboratoires qui travaillent pour fabriquer les satellites, fabriquer les lanceurs, et mettre en place tout ce qu'on appelle le segment sol, donc la capacité à communiquer avec les satellites, à récupérer les données et à les mettre à disposition au secteur aval, qui va lui exploiter ces données-là pour développer une diversité d'applications, que ce soit dans le militaire, dans le civil, des applications qui sont commerciales, des applications qui sont directement destinées au grand public sans forcément avoir un marché commercial derrière. Et donc la présentation qui va venir, et après je termine cette introduction, ça va vraiment se focaliser sur cet aval, sur le développement de ces applications. On verra que ça se base sur différentes technologies. Il y a les technologies, tout ce qui est satellite de communication, de télécommunication, il y a la navigation et enfin il y a l'observation de la Terre. Et donc je passerai un peu plus de temps sur ces données d'observation de la Terre, sur les produits et sur les services qui sont mis à disposition. Parce que ça semble intéressant pour le secteur des industries créatives et culturelles. Donc sur les différentes applications des satellites, donc il y a trois grands secteurs d'activité: communication, navigation, observation de la Terre. Sur communication, historiquement, c'est peut-être le domaine d'application des satellites qui est le plus avancé, en tout cas le plus utilisé, le plus industrialisé, avec des applications historiques dans la téléphonie, dans la télévision, dans l'Internet. Donc depuis maintenant plusieurs décennies, on utilise les satellites pour communiquer, avec là, dans ce domaine d'application, des innovations majeures qui sont à venir. Tout à l'heure, Alice, tu citais la société SpaceX qui développe des lanceurs, mais qui a également un gros projet qui s'appelle Starlink, qui vise à mettre en orbite des centaines de satellites, voire des milliers de satellites, pour fournir un accès Internet à haut débit dans des régions non desservies. Et donc, ce genre de projet-là, donc il y a Starlink, il y a OneWeb aussi qui existe, qui est un projet concurrent dont les satellites sont construits, une partie des satellites sont construits en France par Airbus. Et donc, ces projets qui révolutionnent un petit peu le milieu de la communication et qui va avoir des impacts majeurs dans le futur sur les différentes activités et notamment sur les activités culturelles et créatives, va permettre d'avoir des débits très importants de données avec très peu de latence
et dans des régions avec une couverture mondiale. C'est vraiment ce que permet le satellite. Donc des innovations qui arrivent, qui sont en cours de mise en place, mais en tout cas, ça va vraiment impacter les différents secteurs d'activité et notamment celui des industries créatives et culturelles. Deuxième technologie, c'est navigation et positionnement avec, là encore, historiquement, une technologie qui s'appelle le GNSS, donc pour Global Navigation Positioning System. Donc GNSS, historiquement, il y a le système américain qui est le GPS, mais depuis quelques années, il y a d'autres systèmes portés par les différentes puissances spatiales mondiales. Le système Galileo, qui est une constellation de 24 satellites qui est porté par l'Union européenne, un système russe, GLONASS, un système chinois, Beidou, qui vise à, pardon, excusez-moi, qui vise à développer, pardon, j'ai perdu la main. Ok, c'est revenu. Ouais, voilà, donc le positionnement qui vise à proposer des technologies qui améliorent le positionnement des différents terminaux. Donc ça peut être des terminaux mobiles la plupart des cas pour les utilisations grand public, avec là encore de pléthore d'applications dans différents domaines d'application. Ça peut être les transports, ça peut être l'agriculture, ça peut être le gaming ou les industries, les applications dans le domaine de la culture, avec, comme on le verra un peu plus tard, par exemple, le positionnement qui permet d'envoyer à un utilisateur des informations lorsqu'il s'approche d'un lieu grâce à son positionnement GPS, ou le jeu Pokémon Go qui a eu un développement mondial grâce notamment aux technologies du positionnement et grâce à la précision des outils et des technologies qui sont développés dans ces secteurs d'activité-là pour localiser l'utilisateur et interagir et créer une interaction entre l'utilisateur et le lieu qui l'entoure. Dernier domaine des applications satellitaires, c'est l'observation de la Terre, qui est un secteur, comme tu l'as introduit Alice, qui est en forte croissance avec là encore de nombreuses innovations qui sont à venir sur des projets de constellation de satellites portés par des industriels privés, portés par des agences spatiales dans le domaine du public, etc. Donc il y a vraiment une effervescence, on va dire, dans ce domaine-là. Et pour présenter de manière un peu plus détaillée qu'est-ce que les données d'observation de la Terre, j'ai choisi de les regrouper, on va dire, en deux catégories qui se basent sur les deux types de capteurs qui sont embarqués sur ces satellites. Donc un satellite, ça va être une plateforme et il est équipé de capteurs. En gros, il y a deux types de capteurs, les capteurs qu'on appelle passifs, qui vont permettre de mesurer l'énergie réfléchie par la surface de la Terre. Donc en gros, il y a le Soleil qui va éclairer la Terre. Une partie de ce rayonnement est réfléchie par la surface et va être mesurée par le satellite. Donc ça va donner des images, comme on a sur la droite, des images avec des images satellites. Donc là, sur la droite, on a une image en couleur naturelle, donc avec du rouge, vert, bleu sur les longueurs d'onde d'acquisition du rouge, du vert, du bleu. On verra un peu plus loin qu'est-ce que ça représente. En tout cas, c'est la grande famille, enfin une des deux familles, c'est les capteurs passifs. Et chacun de ces capteurs est caractérisé par, on va dire, quatre spécificités. La résolution spatiale, la résolution spectrale, sa capacité de revisite et la fauchée du satellite. Et sur la résolution spatiale, j'ai mis cette illustration pour dire que chaque capteur a une résolution qui lui est propre et il peut acquérir des informations, donc pour chaque pixel, sur plusieurs kilomètres de résolution ou sur quelques dizaines de centimètres de résolution. Donc on a par exemple ici, là, en haut à gauche, sur le carré, des pixels qui font 250 mètres donc, de résolution. Donc on ne voit pas grand-chose, mais c'est très utilisé dans la météorologie, c'est très utilisé pour les applications dans l'océanographie parce qu'on n'a pas besoin d'avoir une résolution spatiale très fine. Et à l'inverse, enfin l'opposé, on a des images avec une très haute résolution ici 30 cm où on va pouvoir distinguer de manière très, très correcte des voitures, des bâtiments, des routes, une occupation du sol avec beaucoup de détails. Et entre les deux, on a une diversité de capteurs à différentes résolutions, donc 10 mètres, 3 mètres, 30 mètres, etc. Et viennent compléter ces données des images acquises par d'autres plateformes, donc les avions et les drones, avec des résolutions qui sont
inférieur à 10 cm, quelques centimètres pour les drones, notamment pour les avions. Donc résolution spatiale, résolution spectrale. Là, chaque capteur va acquérir des images dans différentes longueurs d'onde, donc dans le rouge, le vert, le bleu, et puis après dans le spectre du visible, ce qu'on appelle, et dans d'autres longueurs d'onde, l'infrarouge, le moyen infrarouge, le thermique, etc., etc. Donc dans tout le spectre, on va avoir des capteurs qui vont enregistrer l'énergie, encore une fois, qui est émise par la Terre, qui est réfléchie par la Terre. Et grâce à ces longueurs d'onde, on peut voir, entre guillemets, ou mettre en avant ou caractériser certaines particularités de la surface qu'on observe. Et donc ici, une petite animation qui permet de voir un incendie. Donc en couleur naturelle, on voit le panache de fumée, on voit un lac qui est très probablement gelé, etc. Donc c'est une image en couleur naturelle. Et ensuite, on va montrer sur d'autres canaux, sur d'autres longueurs d'onde, cette même zone. Et on va pouvoir très bien distinguer les zones brûlées, le front du feu, etc. Et ça, c'est grâce, encore une fois, à la réponse spectrale dans différentes longueurs d'onde de ce qu'on observe. Ça, c'est très utilisé pour les températures, pour estimer les températures des surfaces continentales, des océans, etc. etc. Cette capacité à analyser une réponse spectrale d'un élément qui est observé. Ensuite, il y a la capacité de revisite des satellites avec des images qui peuvent être acquises quasiment en continu par certains satellites géostationnaires, donc qui sont positionnés, enfin qui vont regarder, qui vont observer le même endroit de la planète en continu, ou des satellites qui vont avoir une revisite, donc qui vont revenir tous les jours, tous les 10 jours, tous les 15 jours, etc., au même endroit, et donc on va pouvoir acquérir des images du même endroit avec une certaine fréquence temporelle. Donc, c'est très important, là encore, pour une multitude d'applications, pour détecter des changements, pour mettre à jour des données, etc., etc. La fauchée, je passe vite, mais c'est la capacité à couvrir une même zone sur une seule image. Là, il y a pareil, une grande disparité entre les différents capteurs. Ça peut aller d'une fauchée de quelques kilomètres, donc avec une image acquise sur une zone à un moment donné qui fait, on va dire, 60 ou 100 km², ou des images qui peuvent acquérir des données sur un continent entier. Et donc, vous imaginez bien que chaque capteur va se positionner sur une certaine fauchée, une certaine revisite, une certaine résolution spectrale, une certaine résolution spatiale, et qu'il est impossible, par exemple, d'avoir une image sur un continent entier avec une résolution spatiale de quelques centimètres et une revisite de quelques jours. On va être obligé de faire des choix pour avoir une fauchée, par exemple, une petite fauchée, mais une très grande résolution spatiale, une petite fauchée, une très grande résolution spectrale, etc. Ça, c'est des contraintes qui sont vraiment technologiques et qui sont liées aux instruments. Et toutes ces images, elles sont disponibles de manière très différente en fonction des capteurs qui sont utilisés, en fonction des programmes dans lesquels ils sont utilisés, opérés. Pour commencer à discuter de ce sujet de l'accessibilité, je vais vous comparer 3 satellites. Donc un satellite Sentinel-2 qui est opéré par l'ESA, donc l'Agence spatiale européenne, et financé par le programme Copernicus, qui est un programme de la Commission européenne, et qui permet d'acquérir tous les 5 jours, enfin, il y a 2 satellites qui permettent à eux deux d'acquérir tous les 5 jours une image satellite, une résolution de 10 ou 20 mètres. On a vu quelques exemples tout à l'heure. Là, c'était par exemple l'exemple du feu, c'était une image Sentinel-2. Donc, tous les 5 jours, une image de 10 ou 20 mètres sur 13 bandes spectrales et sur un mode d'acquisition en continu. C'est-à-dire que les satellites vont acquérir de manière en continu des images sur l'ensemble des surfaces immergées du globe. Et ces données-là, elles ont la bonne idée d'être gratuites et d'être facilement accessibles pour les différents utilisateurs. À côté de ça, je vais comparer le satellite qui a été envoyé très récemment par Airbus, donc Pléiades Neo, qui est vraiment très différent dans la manière d'accéder à ces données et dans les caractéristiques. Donc, c'est des images qui sont à une résolution spatiale de 30 cm avec 6 bandes spectrales, avec une capacité d'acquisition de 2 images par jour grâce à différents satellites qui sont en orbite autour de la Terre et dont l'utilisateur va spécifier la zone d'acquisition et les conditions d'acquisition. Donc, c'est à l'utilisateur de demander à Airbus à ce qu'il programme le satellite pour
acquérir une image à tel endroit du globe dans certaines conditions d'acquisition. Et là, pour le coup, ces images sont payantes avec ici un ordre de grandeur du prix, parce que c'est un prix de 17 € par kilomètre carré, mais c'est un prix qui est des images Pléiades et non pas de Pléiades Néo. Je n'ai pas trouvé l'information, c'est un ordre de grandeur. Donc voilà, différents capteurs, différentes manières d'accéder aux données. S'il y a des questions sur différents types de capteurs, on pourrait y revenir après. Toutes ces images, ensuite, sont utilisées pour caractériser, décrire, suivre l'occupation du sol. J'ai mis quelques exemples ici, j'ai passé vite, parce que sinon je vais largement dépasser le temps de la présentation, mais en gros, on utilise les images satellites dans le domaine de l'agriculture pour estimer la vigueur de la végétation, dans le domaine des transports pour compter sur le nombre de bateaux dans les ports, dans le domaine de l'occupation, dans le domaine de l'aménagement du territoire pour avoir des cartes d'occupation du sol, dire ici c'est des zones urbaines, il y en a plus ou moins qu'avant, ici c'est des forêts, ici c'est des zones humides, des zones en eau, etc. etc. Et dans le domaine des risques aussi, on l'a vu avec des cartes sur les incendies. Voilà. Ces données donc acquises par les satellites qu'on appelle passifs permettent également de construire des modèles numériques de surface. Donc, grâce à des images optiques qui sont acquises avec différents angles d'acquisition, on va pouvoir, c'est un procédé, reconstruire des modèles numériques de surface avec donc un procédé qui s'appelle des images stéréoscopiques, pardon. Et là, donc pour chaque pixel, on aura une hauteur et ça permet, par exemple, dans le milieu urbain, d'avoir ce genre d'animation, ce genre de produit avec pour chaque bâtiment, pour chaque pixel, une hauteur. Et ensuite, donc, on peut reconstruire certains paysages urbains, comme ici. Donc, c'est un échantillon de produit qui est mis à disposition par Airbus. Et c'est un modèle numérique de surface qui est construit à partir d'images Pléiades, donc avec une résolution de moins d'1 mètre. Un autre domaine d'application qui est très connu, c'est la météo, donc l'étude pour le coup plutôt de l'atmosphère, avec une quantité d'images et de données qui sont produites sur la température de l'atmosphère, sur les nuages, sur l'humidité relative. Donc toutes ces données, elles sont acquises par des satellites avec des capteurs très particuliers en termes de, comme on l'a vu, de résolution, de spatiale, résolution spectrale, revisite, etc., etc. Et ces données-là sont ensuite traitées par différentes entreprises, différents instituts pour estimer ces variables météorologiques. Donc, elles sont utilisées, là encore, dans une multitude d'applications, les transports, encore une fois, l'agriculture, et comme on le verra par la suite, le gaming, etc. etc. Donc, on l'a vu ici, on l'a vu précédemment, les surfaces continentales, l'atmosphère, et un dernier exemple d'application sur l'océanographie, qui est aussi un domaine d'application assez important de l'observation de la Terre, où on va utiliser les images satellites pour caractériser certaines variables des océans, la température, comme on vient de le voir à l'instant là sur l'animation, une concentration en chlorophylle, la salinité des océans et des mers, et d'autres variables sur les courants, la hauteur des vagues, etc. etc. C'est vraiment, toutes ces variables-là sont calculées à partir d'images satellites. Elles ont l'avantage, comme toutes les autres images, d'être globales, donc on est capable d'acquérir ces images-là sur l'ensemble du globe, d'être globales, d'être homogènes, c'est-à-dire qu'on va avoir la même mesure faite sur les différents, partout sur l'image, partout sur la surface qui est analysée, et elles ont une profondeur historique, c'est-à-dire qu'on est capable d'acquérir, de traiter et de valoriser des images qui ont été acquises, des images acquises dans le passé, donc pour faire un suivi temporel et voir des tendances, calculer des tendances, etc. etc. Donc, ça fait partie des avantages très importants de ces données d'observation de la Terre. Deuxième type de capteur, c'est les capteurs qu'on appelle actifs. Donc là, le satellite ne va pas juste, entre guillemets, mesurer l'énergie qui est réfléchie par la Terre, mais il va envoyer une onde dans une certaine longueur d'onde. Là encore, il va envoyer une onde et il va analyser
le retour de cette onde. Donc, et cette analyse-là, donc, il va mesurer l'intensité du retour de l'onde pour différentes applications. Mais il y a une des applications, c'est pour étudier les déplacements et les mouvements de terrain. Donc, une fois que on va comparer deux images, donc une image avant, par exemple, un tremblement de terre, une image après un tremblement de terre, et on va pouvoir voir, mesurer, caractériser les mouvements de terrain et les déplacements de terrain. Donc ça, c'est grâce à ces capteurs qu'on dit actifs. Un autre domaine d'application, c'est l'altimétrie. Donc là encore, le satellite va envoyer une onde sur l'océan, enfin sur les océans, les mers, et va analyser le retour de ce signal-là pour estimer la hauteur des océans, la hauteur des mers. Et c'est grâce à ce type de mesure et grâce à ces données qu'on est capable de mesurer, par exemple, la montée des eaux depuis les années 90, voire avant, je ne sais pas. Voilà, dernier exemple d'application sur ces capteurs actifs, c'est sur la création de modèles numériques de terrain, où là, on va utiliser donc des images radar pour estimer, pour mesurer l'élévation du terrain. Donc, on va être capable de donner une altitude à chaque pixel de l'image, et ça, c'est utilisé pour caractériser le relief, caractériser les pentes, les altitudes, etc., etc. Voilà, là encore sur les capteurs actifs, la même chose, chaque capteur a des particularités qui lui sont propres en termes de résolution spatiale, de fréquence, donc la fréquence de l'onde qui est envoyée, de revisite, de fauché, d'accessibilité. Il y a des données qui sont mises à disposition gratuitement par des programmes publics, comme le programme Copernicus, donc qui est géré par la Commission européenne, par la NASA, etc. Enfin, il y a une multitude de données qui sont mises à disposition gratuitement par ces programmes-là. Et ensuite, il y a des industriels, des PME et des acteurs dans le monde du privé qui développent des services, qui développent des produits pour valoriser ces données et en faire des produits qui sont utilisables par d'autres secteurs d'activité, comme on le verra par la suite. Vous ne voulez pas passer aussi à côté des différentes plateformes d'acquisition qui sont vraiment complémentaires, qui viennent en complément des satellites, mais ces capteurs qu'on vient de décrire, ils peuvent être embarqués sur d'autres plateformes. Ça peut être des drones, ça peut être des avions, les fameuses HAPS, là, les plateformes à haute altitude. Donc, ces capteurs peuvent être embarqués sur d'autres plateformes. Là encore, on va jouer ensuite sur les différents paramètres qu'on a vus précédemment. Et en parallèle de ça, il y a d'autres sources de données qui sont aujourd'hui massives, ce qu'on appelle les fameuses big data, où là, on a une multitude de données qui viennent des internets des objets, qui viennent des applications web, etc., etc. Enfin, une multitude de données qui peuvent être croisées avec ces données d'observation de la Terre pour développer des applications, pour innover et pour enrichir ces données-là. Donc, pour conclure là, sur ce chapitre sur l'observation de la Terre, ça touche donc une diversité de thématiques. On a parlé d'océanographie, d'atmosphère, de surface continentale, de climat, de risques, etc. Donc vraiment, ça touche une diversité de thématiques. Et ensuite, c'est utilisé dans différents secteurs d'activité. Là encore, on a parlé d'agriculture, transport, d'environnement, de météo, d'énergie, etc. Enfin, d'aménagement du territoire, etc. Donc ça touche vraiment une diversité de domaines, une diversité de secteurs d'activité, et notamment le secteur d'activité des industries donc culturelles et créatives. Bon, loin d'être un expert de ce secteur-là, mais trouver quelques exemples avec, par exemple, FatMap, donc qui est une application qui permet de découvrir et de planifier des itinéraires ski, randonnée, vélo, et qui utilise, qui va utiliser les trois technologies issues du spatial, la navigation, l'observation de la Terre et la communication. Donc la navigation pour améliorer le positionnement de l'utilisateur par rapport à l'itinéraire qu'il a prévu, l'observation de la Terre pour la partie météo, avec une utilisation en temps réel des données météo, mais également une utilisation des modèles numériques de terrain pour les rendus 3D, et puis pour caractériser les itinéraires en termes de dénivelé, de pente, etc., etc. Et une communication par satellite qui est à venir
pour suivre en temps réel les données qui sont proposées par l'application, même dans des zones reculées. Donc ça, c'est un des exemples trouvés. Un autre exemple, donc, qui est un projet, qui est le projet Inventa, donc, qui est porté par des Italiens et qui vise à valoriser, à promouvoir le patrimoine culturel grâce à des technologies de la réalité virtuelle et réalité augmentée, donc des choses qui sont issues de l'industrie culturelle et créative, combinées à des technologies spatiales, donc l'observation de la Terre, pour obtenir des images à haute résolution d'une zone, pour par exemple avoir une vision d'un monument, d'une zone naturelle, etc. Donc d'avoir une vision du ciel, enfin de l'espace de cet endroit-là, et une technologie de navigation là pour fournir une capacité de positionnement avec une haute précision et pour envoyer à l'utilisateur des informations lorsqu'il rentre dans une zone spécifique. Troisième exemple de la présentation, c'est un jeu en ligne qui s'appelle Virtual Regatta qui permet aux joueurs de simuler des régates, des courses de navigation. Donc il y a toutes les grandes courses qui sont paramétrées dans ce jeu, donc le Vendée Globe et d'autres courses bien connues. Et là, l'utilisateur va accéder à des données sur la météo, donc en temps réel, sur les précipitations, couverture nuageuse, le vent, etc., pour planifier son itinéraire et faire ses choix et du coup optimiser son itinéraire. Donc ça, c'est un autre exemple. Je ne pense pas que l'application utilise les données océanographiques qu'on a vues là sur les courants marins, sur les vagues, mais ça pourrait venir compléter ce jeu. En tout cas, il y a une multitude, beaucoup de jeux qui visent à utiliser des données réelles, des données météo, des données océanographiques, etc., d'atmosphère, pour rendre le jeu encore plus réel. Donc ça, c'est un des domaines d'application possibles de l'observation de la Terre dans les jeux. Et enfin, une dernière slide sur le projet l'Imagineer, ce que j'ai mentionné au début de la présentation et que je souhaite développer par la suite, qui vise à utiliser donc des images d'observation de la Terre pour de la décoration, donc grâce à des impressions photos, communiquer, sensibiliser aux thématiques environnementales via la mise en place d'expositions ou via la mise en place d'événements. Et donc là, pour le moment, le principal atout du projet, c'est vraiment la maîtrise de ces données d'observation de la Terre, sur la maîtrise de ces thématiques environnementales. Et après, il y a un gros travail à faire sur valoriser ces données-là et en faire quelque chose de plus créatif et de plus accessible aux différents utilisateurs visés, pour que ce soit par exemple des expositions virtuelles ou proposer des produits, des nouveaux produits aux clients. Voilà, c'est la fin de la présentation. Si vous avez des questions, il y a mon contact là sur cette dernière slide et pour la suite, et on peut prendre un moment là, pour répondre aux questions suite à cette présentation. Merci beaucoup Guillaume pour cette présentation très complète. Effectivement, on a une question. Alors, un peu c'était plutôt sur ce que tu avais présenté au début, donc c'est sur la revisite des satellites. Donc Oui. La question est la suivante. Lorsqu'un satellite est en revisite et capture la même image, puisque la Terre est en mouvement, est-ce que cela signifie que plusieurs satellites prennent la même image à tour de rôle? Oui. Attends, je ne suis pas sûr de bien comprendre. Je peux relire la phrase. Alors, je pense que c'est sur la notion de revisite qu'il y a peut-être une confusion. Donc la question c'est si un satellite en revisite capture la même image, donc le même site, puisque la Terre est en mouvement, est-ce que cela signifie que plusieurs satellites prennent la même image à tour de rôle pour la revisite? Ou est-ce que c'est toujours le même? En gros, c'est ça la question, je pense. Oui, tout à fait. Donc sur cette thématique de la revisite, donc en effet, tous les satellites vont être capables d'acquérir la même image sur la même zone avec les différentes spécificités des différents satellites. Après, pour pouvoir comparer les images entre elles, il y a souvent ce qu'on appelle des constellations de satellites. Donc c'est exactement le même capteur
qui est installé sur un satellite de cette constellation-là. Donc, il a les mêmes paramètres, même orbite, etc. Mais il est un peu décalé. Du coup, le fait d'avoir, par exemple, 4 satellites équipés du même capteur donc dans une constellation va permettre d'augmenter par 4 le temps de revisite. Donc, je ne sais pas si c'est très clair, mais en gros, le fait d'augmenter le nombre de satellites au sein d'une constellation va permettre de diminuer le temps de revisite parce que les images acquises par ces différents satellites auront les mêmes caractéristiques, les mêmes spécificités. Du coup, les images pourront être comparables d'un satellite à l'autre au sein de cette même constellation. Par contre, si c'est sur d'autres constellations, on aura des images qui ne seront pas exactement comparables parce qu'il n'y aura pas exactement la même résolution spatiale, la même résolution spectrale, etc. etc. Donc, c'est plus difficilement comparable, mais on peut y arriver en fonction de ce qu'on veut faire. Merci beaucoup, Guillaume. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat, puisque le changement de programme dû à l'absence de l'un de nos intervenants nous laisse un peu plus de marge de manœuvre. Et après, comme Guillaume le disait, si vous avez des questions plus spécifiques, parce qu'évidemment, on n'a pas du tout couvert l'ensemble des aspects pour cette section introductive, n'hésitez pas à lui poser directement. Vous avez son contact donc à la fin des diapositives qui seront rendues disponibles à l'issue donc de la présentation. Et je vois que donc la réponse satisfait la personne qui l'avait posée. Voilà. Si vous n'avez pas d'autres questions, je vous propose que l'on passe du coup directement à la présentation de quelques cas d'usage. Cette fois-ci d'utilisation donc de technologies du gaming au service d'autres secteurs clés. Donc merci encore Guillaume pour cette très belle présentation et très belle introduction au spatial. N'hésitez pas encore une fois si vous avez d'autres questions qui vous viennent au fil de l'eau, on pourra y répondre aussi à la fin de toutes les présentations s'il nous reste du temps. Et puis donc je passe la parole à Romain Soulier de la société Studio Nix, qui va vous présenter quelques cas d'usage qui vous parleront sans doute un peu plus. Alors, Romain, le micro est coupé. Voilà, normalement c'est bon. Ah, merci Alice, vous m'entendez bien? Oui, c'est bon, c'est parfait. Par contre, on n'a pas l'option, on n'a pas la caméra branchée. Alors, je vais brancher ma caméra, mais l'important, ça va être la présentation que je vais mettre, la présentation PowerPoint. C'est bon, vous me voyez, Alice, vous me confirmez? Oui, on voit tout, la présentation et la webcam. Ok, super. Alors, du coup, je vais passer sur la présentation. Merci à tous de votre présence. Et donc, ma société Studio Nix est installée à Angoulême et on est au cœur de l'écosystème dont Yannick parlait tout à l'heure, des industries culturelles et créatives. Issu du monde de la bande dessinée, puis du cinéma d'animation, et puis moi, ma société, on est des développeurs de jeux vidéo. À la base, on est des développeurs de jeux vidéo. On a tous un parcours de développement dans la première partie de notre carrière sur le développement de jeux vidéo de pur divertissement. Mais depuis la création de la société il y a 8 ans, nous avons très largement diversifié nos activités et nous nous rendons compte que nous avons une pertinence au-delà du pur monde du jeu vidéo pour adresser des problématiques dans plein d'autres secteurs. Donc, on travaille dans le domaine de la construction, dans le domaine du patrimoine, l'industrie, etc. Et je vais juste là, pendant 10 minutes, vous donner 3 exemples, j'espère éloquents, de l'utilisation des technologies du gaming dans d'autres secteurs. Alors, je vais commencer par un premier produit qui est un simulateur de formation. Alors ça, c'est presque une tarte à la crème, le fait qu'on utilise le jeu vidéo désormais pour former des gens à travers des simulateurs, c'est d'une grande évidence. Ici, on est sur un simulateur de formation à la conduite d'engins agricoles. Donc, vous voyez que ça se présente comme une nacelle avec tous les équipements qui permettent de conduire, le volant, le joystick et l'écran de réglage et de pilotage. Et puis, l'apprenant chausse un casque de réalité virtuelle. Donc, ce sont ces casques de réalité virtuelle. La réalité virtuelle, ça existe depuis longtemps, mais ces casques très peu coûteux,
démocratisés et faciles à développer sont apparus aux alentours des années 2014-2015 avec des applications vraiment massives à partir de 2016. Donc nous, on utilise ces casques-là avec nos technologies de fabrication d'outils en 3D pour pouvoir faire des simulateurs. Je vais vous montrer sur mon diapo suivant un screenshot de ce que l'utilisateur voit. Alors là, vous allez en 2D, mais lui, il est immergé à 360 degrés. Je vous inviterai, pour ceux qui sont curieux d'aller voir ce que ça donne, d'aller voir des images qui bougent sur notre site et sur notre chaîne YouTube ou sur LinkedIn. Vous pourrez voir ce que ça donne vraiment en mouvement notre simulateur. Donc là, vous voyez que le rendu est extrêmement réaliste. On reproduit le volant, on reproduit le joystick, on reproduit absolument tous les équipements. C'est le cas aussi des rétroviseurs. C'est le cas aussi de la caméra à 360 degrés, enfin les 4 caméras qui reconstruisent une image à 360 degrés que doit apprendre à utiliser le tractoriste. Vous voyez aussi que sous le siège, il y a une ouverture. Cette ouverture, elle existe dans la vendangeuse réelle pour pouvoir voir le rang de vigne sur lequel on passe. Et puis, si vous êtes vraiment très attentif sur le pare-brise, vous voyez des interfaces qu'on appelle tête haute qui, elles, ne font pas partie de la vendangeuse réelle, mais qui nous permettent d'afficher des informations importantes pédagogiquement pour former les tractoristes. Ici, les enjeux sont très importants parce que c'est très compliqué dans les écoles d'agriculture de pouvoir se former sur des vraies machines. Et en particulier, bon là, je vous ai mis une image où il est sur une parcelle dans les vignes, mais c'est très compliqué de les former sur la route puisqu'ils n'ont pas le droit, contrairement aux auto-écoles, à aller sur les routes avec leurs engins. Donc, on envoie des jeunes tractoristes sur les routes de France avec des engins de 8 tonnes sans qu'ils aient pu avant s'entraîner. Avec nos simulateurs, maintenant, ils peuvent s'entraîner. Vous voyez aussi, le rendu est à la fois très réaliste et c'est très jeu vidéo. Là, on est sur un moteur de rendu 3D qui s'appelle Unity 3D. Hein. Donc ça a été à la base fait pour faire des jeux vidéo. Je vais passer à l'exemple suivant. Alors, ma société est très liée au monde du naval parce que depuis le début, depuis notre création, nous travaillons avec Naval Group sur les simulateurs de formation pour les marins. Donc, c'est le même cas d'usage que précédemment. Mais là, le cas d'usage dont je veux vous parler, c'est quelque chose de différent. C'est la simulation, mais dans le but de concevoir des produits. Ici, il s'agit de concevoir des bateaux. Alors, les architectes navals, aujourd'hui, avant de basculer sur des prototypes de bateaux très coûteux, réels, ils font d'abord des simulations numériques. Donc là, l'idée, c'est ils dessinent leur bateau en 3D, ils font toute la géométrie, puis ils utilisent un simulateur pour tester le comportement de leur bateau et vérifier leurs hypothèses. Ils s'adressent à nous pour fabriquer ce simulateur-là. Donc là, on est à nouveau dans le moteur de rendu Unity 3D. À quoi il faut ajouter un plugin, nous, de visualisation de l'océan sous tous ces aspects, le plus réaliste possible, et en utilisant les modèles mathématiques qui sont inventés par les ingénieurs de notre client, qui eux-mêmes se basent sur des modèles mathématiques issus de la recherche française ou le monde de la recherche. Donc voilà, on combine la science physique, les stratégies de visualisation, de simulation issues des jeux vidéo et le moteur de rendu qui nous permet de les afficher. Vous voyez aussi qu'on a toute une batterie, un arsenal d'outils dans nos interfaces graphiques pour montrer des choses importantes pour les ingénieurs. Par exemple, là, vous voyez plein de flèches colorées qui montrent les forces qui s'appliquent sur le bateau. Alors, mon image n'est peut-être pas très évidente là, mais on voit que derrière le bateau, il y a des sillages. Ces sillages, évidemment, nous, on les représente avec des particules, des systèmes de particules, et ils ont une importance très importante. La visualisation de ces sillages a une grande importance pour les ingénieurs pour prendre des décisions. Dernier détail sur ce produit-là, on a aussi poussé le bouchon en utilisant un volant à retour de force venu des jeux vidéo de conduite de voiture pour pouvoir conduire le bateau
Et les skippers sont parfaitement convaincus. C'est-à-dire que eux, ils viennent tester les sensations grâce à ce volant et ça leur suffit et ils n'ont pas l'impression d'avoir juste un jouet entre les mains, ils ont l'impression d'avoir un bateau entre les mains. Dernier exemple de ma présentation. Alors ça, c'est un produit qui n'existe pas encore, pour lequel, avec nos partenaires, nous sommes en recherche de financement, en particulier à travers les appels à projets européens. Et merci à Aerospace Valley de nous accompagner là sur les appels à projets type Galatea. L'idée ici, c'est de montrer les effets d'une tempête, d'un tsunami sur un littoral. Ça a plusieurs... et alors, très important, on veut le faire in situ, c'est-à-dire sur la plage elle-même, sur le littoral, dans la ville, etc. On veut pouvoir montrer les effets d'une tempête. Ça a plusieurs usages. Le premier, l'aide à la décision. Aide à la décision pour imaginer des élus qui, eux, doivent prendre des décisions de sécurité, des décisions d'investissement dans des équipements. Aujourd'hui, ils n'ont comme outil d'aide à la décision que, entre guillemets, que les données, les cartes qui leur viennent de Météo France, par exemple. Alors, Météo France, c'est génial, mais par contre, c'est très dézoomé. Nous, on voudrait leur montrer vraiment sur place qu'est-ce que ça donnerait comme effet. On veut l'utiliser aussi pour sensibiliser le grand public. Nous, au début de l'année, la Gompontour, près d'Angoulême, on a eu la Touvre qui a débordé. Il y a eu une crue qu'on n'avait pas eue depuis 28 ans. Ça m'aurait arrangé, avant ça, qu'on me montre quels pourraient être les effets d'une telle crue sur notre prise de décision. C'est pas une blague, hein, on a dû aller au bureau en barque à ce moment-là. Et puis, ça peut aussi servir d'outil de commercialisation, ça c'est très important. Notre partenaire principal et à l'initiative de ce projet, c'est la société Wave Bumper au Pays Basque, qui fabrique les protections du littoral. Et du coup, il y a plein de gens, de décisionnaires en France et ailleurs qui n'ont pas connaissance de ce type de solution et qui sont juste obligés de constater les dégâts une fois les tempêtes qui ont eu lieu, et ça arrive de plus en plus souvent. Alors, de quoi on a besoin là pour faire ce type d'outils? On a besoin de réalité augmentée, donc des technologies de type utilisant par exemple le jeu Pokémon Go dont l'intervenant précédent vous a parlé. On a besoin des modèles de propagation des vagues. Ça, c'est les ingénieurs de Wave Bumper qui nous les fournissent. C'est eux les scientifiques qui sont capables de les produire. On a besoin des données du spatial pour savoir ne serait-ce comment ça s'est déroulé dans le passé sur telle ou telle zone. Et puis on a besoin de nos outils de simulation de l'océan et de visualisation de propagation des vagues pour pouvoir les montrer dans notre application de réalité augmentée. Voilà, alors je vous ai donc montré 3 exemples. Je profite de la fin de ma présentation pour en particulier parler aux Montpelliérains et pour leur dire que si vous voulez qu'on se rencontre, je serai présent à Montpellier à la fin du mois de novembre pour le salon Cité-Vie, où nous allons présenter notre simulateur de conduite d'engins agricoles au salon de l'agriculture là-bas. Donc moi, je serai absolument ravi de vous rencontrer sur place si vous souhaitez rencontrer moi-même et mon équipe. Alice, j'en ai fini avec la présentation et je peux prendre des questions s'il y en a. Merci beaucoup Romain pour ces illustrations. Je pense qu'ils parleront, les images parlent toujours mieux que des longs discours. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser donc, dans l'onglet qui est dédié. Là, pour le moment, j'ai pas de questions spécifiques, mais j'espère en tout cas que ces quelques exemples d'usage justement des technologies que vous connaissez tous très bien et que vous utilisez au quotidien sur d'autres secteurs clés ouvriront un petit peu vos perspectives et peut-être vous donneront des idées, qui sait. Ça sera l'objectif justement de la dernière présentation que nous allons vous proposer, où cette fois-ci, on vous propose de vous présenter un appel à projet qui est actuellement ouvert, qui est coordonné par le pôle Aerospace Valley et qui vise justement à développer de nouveaux projets innovants qui font usage donc, des différents capteurs embarqués donc, sur les technologies aérospatiales et aussi surtout des services qui en découlent.
Donc, pour le moment, j'ai pas de questions, Romain. On pourra en reprendre si effectivement à l'issue de la dernière présentation, on a encore un peu de temps. Et puis sinon, donc, je laisse la parole à mon collègue Tadej Bouchard, qui va donc vous présenter cette opportunité d'appel à projet UFO. Voilà, Tadej, la parole est à toi. Alors, on ne t'entend pas par contre. Non. Peut-être si tu switches ton casque. Ouais, est-ce que c'est mieux là? C'est bon, ça y est. Bon, très bien, alors je vais y aller sans le casque. Très bien, merci beaucoup pour l'introduction, Alice. C'est effectivement une très belle initiative de préparer ce webinaire qui entre en lien avec le projet UFO que je vais avoir l'occasion de vous présenter. Et je vais proposer de partager mon écran. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, alors par contre, pas en mode présentation pour le PowerPoint. On a toute la... Voilà, ça y est. Ok, super. Donc, alors, pour vous parler d'un projet européen, effectivement, que nous coordonnons chez Aerospace Valley, on pense que l'intérêt, en fait, de ce qui a été présenté avant avec les nouvelles applications spatiales et l'industrie digitale créative, c'est d'y apporter effectivement une solution à la fin. Donc, une façon de financer vos idées qui ont découlé de la présentation ou des présentations que vous avez eues. Vous travaillez dans certaines industries qui pourraient vraiment bénéficier des nouvelles opportunités économiques du secteur spatial. Et le projet UFO est là vraiment pour vous accompagner dans le développement de ces solutions, de ces idées. Donc alors, le projet UFO reste un acronyme en fait pour Emerging Industries New Value Chain Boosted by a Small Flying Object. Donc alors, la présentation du projet UFO va se composer en 3 points. Donc le premier, c'est le projet InnoSub 1. Alors, qu'est-ce qu'un projet européen? Ensuite, plus en détail, le projet UFO. Qu'est-ce qu'on vous propose et comment on vous le propose? Et le dernier point, ça va être la méthodologie. Donc, comment est-ce que vous pourrez accéder au financement proposé par UFO? Donc, alors, en première étape, qu'est-ce qu'un projet européen? Alors, c'est un projet qui découle de Horizon 2020, donc du financement de la Commission européenne qui est pour les 7 années qui ont précédé 2020. Alors, c'est un projet qui est orienté vraiment pour le développement vers les PME et qui est un projet qui fonctionne dans ce qu'on appelle cascade funding, ce qui veut dire que nous, on reçoit de l'argent de la Commission européenne que l'on veut redistribuer ensuite directement vers vous. On redistribue vraiment en financement direct ce financement de la Commission européenne. C'est un projet européen qui regroupe 9 partenaires, donc 9 partenaires européens comme Aerospace Valley en Europe, et qui vise vraiment à développer chez les PME des services ou des produits qui sont vraiment transsectoriels et à la fois transnationaux. Donc, pour vous présenter rapidement, nous, nos secteurs d'activité UFO, donc ce sont vraiment en France, le Royaume-Uni, la Roumanie, la Bulgarie et la Grèce, avec lesquels nous avons vraiment un consortium de 9 partenaires composés de, en plus d'Aerospace Valley, Minalogic, Finance Innovation, de Coralia en Grèce, de Cluj IT en Roumanie, ICT Cluster en Bulgarie. Alors, au Royaume-Uni, nous avons Knowledge Transfer Network et Marine Southeast. Nous avons aussi l'occasion de collaborer avec Climate Kick, qui est partenaire en France, donc pour tout ce qui est le volet climat et environnement. Donc, le projet UFO en une phrase que je peux vous montrer ici, c'est que c'est un projet qui vise vraiment à financer ce qu'on appelle des projets de coopération entre 2 PME ou plus, donc au minimum 2 PME, qui voudraient offrir des nouveaux services ou des nouveaux produits pour ces industries émergentes que je vais vous présenter, qui va combiner à la fois nouvelles technologies embarquées dans les small sat ou les plateformes à haute altitude ou les drones. Donc, on juge quand même que vous avez une bonne présentation d'introduction sur qu'est-ce que le Small Sat Lab versus le drone. En fait, donc c'est vraiment une plateforme dans laquelle un capteur en fait, va être embarqué. Et suite à la combinaison entre ce capteur et cette plateforme, vous aurez ainsi un nouveau service, une application que nous, on va pouvoir financer. Donc, pour revenir sur le projet UFO, pour donner une orientation, nous, on a sélectionné 6 industries émergentes. Donc, ce sont des industries qui
bénéficient effectivement de ces plateformes et de ces nouvelles applications. Donc, on a l'industrie de la mobilité, l'industrie de l'environnement, l'industrie de l'économie maritime, de la finance et l'assurance, du climat et de l'industrie digitale, créative et du gaming. Donc, c'est vraiment pour cette dernière industrie que vous avez un intérêt particulier, puisqu'effectivement, vous pouvez apporter plusieurs solutions, plusieurs nouvelles innovations au sein de cette industrie. Ça ne veut pas dire que c'est non plus exclusivement cette industrie. Donc, si vous voulez collaborer ou coopérer sur d'autres projets, sur d'autres industries, c'est possible. Mais je pense qu'avec les exemples qui ont été montrés aujourd'hui, tout rentre parfaitement dans cette dernière proposition, dans cette dernière industrie du projet UFO. Sur la plateforme de Golf, on voit un peu qu'est-ce qu'on entend par Small Satellite. Donc, par Small Satellite, on parle effectivement de structures qui vont jusqu'à 800 kg. Dans les plateformes à haute altitude, c'est bien de mentionner que l'on parle effectivement de plateformes type Stratobus ou Zephyr, qui sont des projets qui sont financés par Airbus et Thales, mais on parle aussi de ballons météorologiques. Donc, vraiment, ce sont des plateformes qui peuvent monter jusqu'à 40 km au-dessus du sol. Alors que le drone est vraiment plus sur la plateforme qui va aller entre, aujourd'hui, on peut aller quelques mètres au-dessus du sol jusqu'à plusieurs kilomètres au-dessus du sol. Effectivement, alors qu'on peut monter facilement au-dessus de 30 km au-dessus du sol avec les drones, mais est-ce que c'est vraiment important pour l'application du projet UFO? Ça, c'est à vous de voir. Donc, ensuite, un type d'exemple de technologie que nous, on vise à financer à travers le projet UFO, je pense que ça a été bien présenté dans l'introduction. Quels sont les types de capteurs qui peuvent être embarqués sur les plateformes. Effectivement, nous, ensuite, on ouvre un peu plus aux capteurs. Donc, on n'est pas simplement sur les capteurs actifs ou passifs. On peut être aussi sur le financement, ou est-ce qu'on est sur l'amélioration de satellites ou de drones, en fait, ou est-ce qu'on veut améliorer l'ordinateur interne du satellite ou du drone. Donc, vraiment, lorsque certaines compagnies, certaines sociétés veulent ajouter de l'intelligence artificielle en fait, dans un ordinateur pour faire de la sélection en orbite de données à renvoyer vers la Terre, c'est possible aussi. Donc, on n'est pas uniquement sur les capteurs. On est aussi sur ce qui est traitement de données. Donc, ça dépend vraiment du consortium que vous formez. Donc, dans les exemples de capteurs, effectivement, on est sur l'observation de la Terre, on est sur la communication, le positionnement, ce qui a été très bien présenté en introduction. Et ensuite, on a un volet plus européen qu'on appelle les industries innovantes européennes. Donc, c'est vraiment l'aspect développement technologique de la plateforme. Pour ne pas en parler trop rapidement aujourd'hui, parce qu'effectivement, aujourd'hui, on est plutôt sur l'application plutôt que sur l'infrastructure du Small Flying Object. Donc, en une slide, qu'est-ce qu'on propose, nous, avec le projet UFO? On veut vraiment vous aider à collaborer avec, à la fois en combinant une PME, donc une structure qui propose une plateforme, soit SmallSat, Drone ou Apps, donc High Altitude Platform Systems, qui collabore avec une autre société, une autre compagnie qui travaille sur la technologie embarquée. Donc, on est vraiment sur, en l'occurrence, plutôt le capteur intégré, mais il faut savoir qu'ici, en collaboration, on peut vraiment parler à quelqu'un aussi qui développe l'exploitation des données. Donc, vraiment, à votre niveau, vous pouvez très bien collaborer avec un partenaire qui peut vous offrir une solution de drone avec un capteur déjà intégré. Ou est-ce que vous, votre collaboration ensuite est encouragée pour développer un service ou un produit pour l'une des 6 industries que j'ai mentionnées précédemment? Dans la slide, en fait, vous pouvez voir aussi quelques exemples d'applications selon les différentes industries, considérant que c'est à titre informatif et que ce n'est pas non plus exhaustif. Donc, on est sur l'mobilité. Dans la mobilité, on est sur la gestion du trafic, on est vraiment sur des véhicules autonomes, on est sur beaucoup plus de gestion climatique aussi en amont ou post-crise également. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup d'applications qui évoluent. Au niveau digital, créatif et gaming, on est effectivement, comme il a été montré par la société Nix, sur la restructuration ou la refonte en fait, de lieux culturels à travers les outils numériques qui, eux, en fait, sont basés aussi peuvent être basés sur des images satellites ou des images par drone, en fait. On est vraiment sur ce qu'on peut appeler un peu le tourisme augmenté. Également, donc, pour le volet plus gaming, effectivement, on sait que certaines compagnies ou certaines structures qui veulent développer des jeux de société ou des jeux de vidéo, pardon, qui exploitent justement les données collectées depuis drone ou des photos à haute résolution ou vraiment de certaines zones. On est même au point qu'il y a un projet qui va être fait avec des images comme ça depuis de mars, en fait. Donc, vraiment, l'exploitation ou l'utilisation de ces données peut être pratiquement infinie.
Donc, dans le cadre du projet UFO, donc en gros, le projet, nous, c'est un projet qui dure 33 mois, donc qui a débuté en mai 2020 et qui s'est terminé en janvier 2022. Donc, le projet UFO, comment est-ce que nous, on fait pour vous encourager? C'est qu'on a ouvert 2 appels à projets. Où est-ce qu'on va vous encourager à candidater? Une fois que vous candidatez, nous, ensuite, on évalue vos projets, on note, et les meilleurs résultats, ensuite, sont financés directement. Donc, c'est un projet où est-ce qu'on vous encourage à proposer soit des démonstrations ou des études de faisabilité, tout dépendant du niveau de terrain auquel votre solution se propose. Et une fois, selon la démonstration ou l'étude de faisabilité, évidemment, le financement diffère un peu selon les règles. Ça, on va venir tout de suite après. Donc, dans le deuxième appel à projet UFO, comme il a été mentionné par Alice, c'est un projet qui est effectivement ouvert depuis juin dernier. Il va se clore le 7 octobre prochain. Donc, le deadline est particulièrement rapproché, en fait. Donc, vraiment, c'est après, bon, c'est pas une application non plus qui est très compliquée à remplir. On est vraiment sur un dossier en ligne avec 3 questions qui sont divisées en 3 sous-questions. On vous demande de développer l'aspect technologique, le débouché économique de votre projet, en quoi est-ce que il y a un impact social, économique ou environnemental. Donc, on est vraiment sur des applications qui sont quand même facilitées, qui ne prennent pas non plus énormément de temps, mais c'est important en fait de savoir quand même que la date de fermeture est le 7 octobre. Donc, c'est un projet, donc c'est un appel à projet pardon, qu'on a ouvert qui nous permet de financer jusqu'à 1,5 million d'euros au total, en fait, en nombre de projets, avec en fait certaines règles, donc jusqu'à 60 000 euros par PME et 150 000 euros par projet, ce qui nous donne un objectif à peu près entre 13 et 15 projets, tout dépendant études de faisabilité ou démonstration, tout dépendant en fait, du nombre de propositions qu'on a. Donc, c'est un projet. Je vais revenir en fait ensuite sur le webinaire, donc l'événement qui s'en vient. Mais pour vous donner quelques détails sur le financement qui est possible avec le projet UFO, donc lorsque vous candidatez, vous pouvez demander jusqu'à, selon l'étude de faisabilité ou la démonstration, donc jusqu'à 10 ou 30 000 euros par partenaire, pour un total de 60 000 euros pour l'étude de faisabilité. Et pour la démonstration, on est jusqu'à 60 000 euros par partenaire et jusqu'à 150 000 par projet. Quelques critères d'éligibilité, je pense que c'est important de revenir sur ça. Comme j'ai mentionné au début, nous, on finance des consortiums de 2 PME ou plus. Donc, il y a un minimum, en fait, pour que les sociétés éligibles au financement soient des PME, considérées selon la définition européenne de PME, jusqu'à 45 millions d'euros en chiffre d'affaires, jusqu'à, je pense, 250 employés. Il y a quand même des critères, en fait, européens sur la définition d'une PME. Tout ce qui ne dépasse pas ces critères, en fait, est considéré comme une PME, donc start-up compris. Donc NGO aussi, donc il y a plusieurs façons de participer au projet. On a un critère aussi géographique, donc que les PME soient issues de l'un des 5 pays des partenaires UFO, soit la Bulgarie, la France, la Grèce, la Roumanie et la France, je pense, la Grèce, Roumanie et Royaume-Uni, pardon. Donc ce sont des PME, donc 2 PME minimum qui doivent être issues de ces 5 pays. C'est important de mentionner qu'ils peuvent venir du même pays, ça je vais revenir vite fait. Donc, 2 PME françaises peuvent proposer une solution. On forme un consortium d'au moins 2 PME. Ensuite, on présente une proposition visant à développer une solution pour l'une des 6 industries émergentes et intégrantes une technologie embarquée, en plus du Small Flying Object. Donc, comme présenté précédemment, ce qui est important, c'est qu'effectivement, vous répondiez à une thématique en fait, de l'industrie, considérant que vous pouvez vous-même apporter votre problématique en apportant en même temps votre solution. Mais ce qui est important, c'est que ça reste dans l'application de l'industrie, l'une des 6 industries émergentes. Pour soumettre votre candidature, c'est via une candidature en ligne qui se fait sur une plateforme, donc sur notre site web ufoprojet.eu. Où est-ce que vous pouvez ensuite être redirigé directement vers la plateforme de candidature. La date limite de candidature est le 22 septembre, c'est l'ancienne présentation, pardon, c'est le 7 octobre, mais le 17h reste le même. Effectivement, donc on a prolongé l'appel à projet, ce qui vous permet aujourd'hui d'avoir suffisamment de temps pour candidater et proposer votre solution. Quelques éléments importants effectivement à vous dire, c'est que la durée des projets pour l'étude de faisabilité, on est entre 3 mois au minimum jusqu'à 8 mois maximum. Et pour les démonstrations, on est entre 6 et 11 mois. Le 11 mois et non 12 comme premier appel, c'est effectivement pour que nous, on puisse se donner le temps de clore en fait le projet UFO auprès de la Commission européenne.
Donc, les demandes de proposition des consortiums transfrontaliers sont privilégiées. Et la façon que nous, on privilégie la coopération transnationale, c'est qu'on rajoute un 10% supplémentaire à la note des candidatures. Donc, en comparaison, s'il y a un projet qui est proposé par 2 PME françaises, on va les évaluer. S'il y a un projet qui est proposé par une PME française et une PME anglaise, on va également les évaluer. Mais la deuxième proposition, oui, une coopération française-anglaise, nous, on va rajouter un 10% supplémentaire à la note. Quelques informations sur les dépenses éligibles par rapport au projet. En étude de faisabilité, sont éligibles tout ce qui est coût interne des PME, comprenant les frais personnels, donc jusqu'à 80% du budget. On a frais de déplacement, frais d'équipement ou consommables. On a jusqu'à 50% des budgets qui peuvent être sous-traités, donc transposés à un partenaire qui n'est pas issu, par exemple, des 5 pays UFO ou à une structure qui n'est pas une PME. Et vous remarquerez que ce sont aussi les mêmes critères qui sont attribués à la démonstration. La différence étant que le financement est différent entre les deux types de projets. Il y a une note en bas aussi qui, même si les PME présentent leur candidature en tant que consortium, le financement est fait entre Aerospace Valley et directement la PME. Donc, il n'y aura pas de redistribution, de souci de financement entre les partenaires d'un projet. Donc, at a glance, donc en une image, qu'est-ce qu'il faut? Donc, alors, en termes de partenariat, c'est un minimum de 2 PME. Selon la définition européenne de PME, qui sont issus des 5 pays, comme je vous dis, et qui peuvent demander jusqu'à 60 000 € par partenaire. Les autres entités peuvent faire partie d'un consortium, cependant elles ne sont pas éligibles au financement, mais peuvent néanmoins recevoir du financement via la sous-traitance. Le budget de sous-traitance est effectivement inclus dans les 60 000 des partenaires qui sont éligibles au financement. Tout ce qui comprend PME d'autres pays, alors ils sont effectivement invités, encouragés à participer, mais comme les autres entités, en fait, ne sont pas éligibles au financement direct, mais peuvent se présenter comme sous-traitants. La date de fin de l'appel, c'est effectivement le 7 octobre 2021. Et ensuite, on va entrer dans la phase 4 du projet UFO, où est-ce qu'on va vous aider à développer votre projet et vous encourager ensuite à vous soutenir dans la pérennisation de votre projet. Et ensuite, en tant que dernière information, on est au courant que ce qui est difficile dans ce qui est demandé, c'est à la fois de proposer une solution, mais également de trouver un partenaire transfrontalier. Donc, c'est pour ça qu'on a organisé une suite d'événements, une série d'événements qui vont permettre de faire du matchmaking entre PME. Donc, pour information, on a présentement une plateforme en ligne de matchmaking qui est ouverte et encore accessible, où on a plus de 160 personnes inscrites qui sont des PME des 5 pays partenaires qui ont envie de participer au projet UFO et qui peuvent proposer une suite de services. Donc, on a des PME qui peuvent proposer à la fois Small Flying Object ou des PME qui peuvent proposer des services de technologie embarquée. Dans cette plateforme, on a vraiment, donc c'est possible de créer un profil, de s'enregistrer, de voir qu'est-ce qu'on peut montrer comme service et ensuite de contacter directement les PME pour échanger directement avec elles et voir comment est-ce que vous pouvez former un consortium. Mais ce qui s'en vient aussi également, c'est vendredi prochain, donc le 17 septembre 2020, on organise un événement qui s'appelle le Project Matchmaking. Donc pendant 1 heure, on va avoir un webinaire qui va être dédié à la présentation de projets qui vont amener des candidatures UFO auxquels en fait les partenaires cherchent un ou 2 autres partenaires supplémentaires pour compléter votre projet. Donc, c'est à ce moment que c'est intéressant pour vous de regarder quels sont les projets qui vont éventuellement être proposés dans le cadre UFO, de pouvoir contacter ceux qui vont proposer les projets et de dire, écoutez, nous, on peut vous accompagner et vous aider à apporter telle brique d'innovation dans l'utilisation des données ou dans la transformation ou dans l'exploitation des images qui vont être collectées. Donc, pour vous inscrire à ce webinaire, c'est ouvert. Simplement aller sur notre site internet qui est ufoproject.eu. Vous pouvez suivre aussi différentes communications du projet UFO à travers notre page LinkedIn. On a également Facebook et Twitter pour ceux qui préfèrent. Ou sinon, me contacter directement, donc contact@ufoproject.eu. Donc, si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter, je suis disponible pour y répondre. Merci. Merci beaucoup, Tadé. Alors, effectivement, pour le moment, on n'a
Pas encore de questions, n'hésitez pas, il nous reste encore quelques minutes avant de clôturer. Si vous avez des questions spécifiques, donc notamment sur le projet UFO ou sur les autres présentations d'ailleurs, si vous en avez d'autres qui vous sont venues entre-temps, n'hésitez pas. Sachez également que le replay du webinaire sera disponible, que nous vous transmettrons nos contacts. Si voilà, vous souhaitez échanger un petit peu plus avec les différents intervenants, c'est tout à fait possible. Vous êtes d'ailleurs encouragés à le faire. Si vous avez des idées de projets aussi qui pourraient coupler donc, des données issues des technologies aérospatiales et qui pourraient rentrer dans le cadre de l'appel UFO, n'hésitez pas surtout à contacter Tadé, puisque la deadline est assez rapprochée. Mais bon, comme il l'a dit, ne vous laissez pas décourager. Les procédures de candidature sont assez allégées sur ces appels de cascade funding. Et puis voilà, si vous souhaitez avoir plus de renseignements aussi, peut-être sur les autres opportunités, puis aussi sur notre écosystème, n'hésitez pas à vous tourner vers nous. On sera ravis de répondre à toutes vos questions. Dans tous les cas, j'espère que cette première session d'information vous aura intéressé. J'espère aussi qu'elle vous aura donné des idées. Et puis, j'espère qu'on pourra se revoir pour une seconde phase, peut-être un petit peu plus poussée. Et cette fois-ci aussi avec l'écosystème d'entreprise du pôle Aerospace Valley. Voilà, je ne sais pas si côté Euregatech ou Montpellier Métropole, vous voulez ajouter un mot de la fin. Mais pour moi, c'est tout. J'espère vous revoir bientôt donc par mail ou par visio si vous avez des questions. Et puis en attendant, je vous souhaite une très bonne fin de journée, une très belle après-midi et une bonne fin de semaine à tous. Merci encore à tous les intervenants. Merci. Et à à vous. bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci.